pas dit, moi je pose des questions. Moi je sais pas, je finis faire l'interrogation. J'ai pas préparé mon cours, je finis de poser des questions. Voilà, en tout cas, prélever le Shingai, pour le donner aux nécessiteux. On n'est pas obligé de donner des questions, on peut donner des gens C'est aussi. Oui, des nécessités. Ça découvre quoi. C'est des pauvres, c'est ça. Non. Ça peut pas forcément être des pauvres, ça peut être des personnes qui ont besoin de difficultés. À l'époque, on peut donner au Kohanim, mais Bonne question. Alors regardez, on va faire un peu d'ordre dans les choses. Dans la Torah, on parle que d'une sorte de maaser. La Torah dit la chose suivante: Aser te aser et kol tuvot zaracha. C'est quoi zaracha? Zera? Non, zera c'est si, oui, c'est vrai. Oui. Exactement, Nizroa c'est semer. Donc aser te aser, tu vas prélever le maaser de tout ce que tu sèmes. En deux mots, les fruits, les légumes, la récolte, tout ce qu'on sème en Eretz Israël, tout ce qui va pousser, il faut prélever maaser. Pas seulement maaser, c'est trouma maaser. Donc en fait, il y a différents prélèvements, et peu importe les détails, on ne va pas rapporter maintenant tous les détails des prélèvements qu'il faut faire pour tout ce qui pousse en Eretz Israël. Et ça, une partie on donne au Kohen, une partie au Lévi, et une partie est mangée par le propriétaire certaines fois en Yerushalayim. Ça, c'est une sorte de maaser. Mais il existe une autre sorte de maaser, ce que vous avez dit avant, ce qu'on appelle maaser ksafim, un maaser sur le revenu. Ça, il faut savoir la chose suivante. Dans la Torah noir sur blanc, il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit dans la Torah, tout ce que tu gagneras, tu donneras un maaser. C'est pas écrit. Il y a différents avis. Quelle est l'obligation? Est-ce qu'il y a une obligation? Est-ce que ça existe cette notion de prélever le maaser sur l'argent? Ce qui est écrit dans la Torah, c'est autre chose. C'est j'ai une pomme. Non, c'est un mauvais exemple, mais j'ai une pomme. Elle a poussé où? En Israël. Il faut prélever le maaser. Peu importe une pomme, 20 pommes, 30 pommes ou 100 pommes. À chaque fois, bien évidemment, les quantités ne seront pas les mêmes, mais il y a un prélèvement de maaser. Donc quand on parle dans la Torah de maaser, c'est sur ce qu'on mange. Là, je vois des tomates, il faut prélever le maaser. Il y a encore des pâtes. Sur les pâtes aussi, il faut prélever le maaser. Pourquoi? C'est à base de blé. Il faut prélever le maaser du blé. on prélève les pâtes dans le paquet, si on a déjà fait le maaser. Ah oui, clairement. Normalement, on prélève le maaser du blé. Mais si on ne l'a pas fait, Comment on sait qu'on achète des pâtes si on c'est écrit dessus cachère, c'est entre autres qu'ils ont prélevé le maaser. Ou que le blé ne provient pas d'Israël. Si c'est pas cachère les pâtes, est-ce qu'on doit faire le maaser sur les pâtes? Alors où est-ce qu'elles ont été produites? Si j'ai des pelmeni en Italie, Oui. aucun problème, parce que où c'est à pousser? Le blé n'a pas poussé en Israël. Donc il n'y a pas d'obligation de prélever. C'est comme si j'achèterais d'ailleurs des fruits ou des légumes en France au supermarché, je ne prélève pas le maaser. Parce qu'il n'y a pas d'obligation tant que ça n'a pas poussé en Israël. C'est une mitzvah qui est liée à la terre d'Israël. Et les produits qu'on achète, par exemple, les fruits qui viennent d'Israël qu'on achète en France, comment on fait? Oula, là vous touchez un point sensible. Ça devient compliqué, c'est vrai. Effectivement, vous avez les oranges. Non, c'est vrai, c'est une belle question. Non, un tiers c'est beaucoup. Non, c'est beaucoup trop. Un tout petit peu plus qu'un centième. Ah, il faut enlever quand même. Non, Genre sur un avocat. vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de prélever. Mais mieux vaut éviter les fruits et légumes qui sont vendus en France ou ailleurs au monde en provenance d'Israël. Orange surtout. Orange Jaffa. Jaffa. Et avocat, exactement. Les dates, ça provient d'un pays qui n'est pas très loin, qui s'appelle la Palestine. Mais d'Israël, c'est écrit Israël, effectivement. Avocat. Un avocat, on enlève combien? Un peu plus que 1/100 des quantités. Donc c'est très un petit morceau. Ah, le tiers d'avocat, ça fait beaucoup. J'en fais la moitié. Ah, La moitié de 2 quarts en fait. non, c'est énorme. C'est dommage. Sinon, je serais économe. En tous les cas, ça c'est le maaser sur la récolte. Nous on parle d'une autre sorte de maaser. Maaser sur les revenus. J'ai gagné aujourd'hui 100 shekels. J'ai travaillé quand même beaucoup. Hein. J'ai travaillé de 8h à 8h, 12 heures, 100 shekels. Je méritais bien, non? Est-ce que je dois prélever le maaser? Alors Tosfot écrit, il y a plusieurs avis là-dessus. Dans la Torah noir sur blanc, c'est pas écrit. Ça vient de Exactement, c'est la question. D'où ça vient? Et est-ce que peut-être c'est une invention? Allez savoir. Il y a 3 avis là-dessus. On va tout de suite voir les différents avis et surtout quelle est la halakha. Dans la Torah, c'est écrit Aser, te aser, et kol tuvot zaracha. Prélever, tu prélèveras. Pourquoi c'est écrit 2 fois? Aser, te aser. On sait bien que la Torah en général est avare en mots. Elle n'aime pas écrire pour rien. Alors pourquoi c'est écrit 2 fois Aser, te aser? Dis la Gemara. Aser, bishvil, shetit asher. C'est-à-dire, le aser
on va changer le signe en Chine, c'est prélève pour t'enrichir. Ça veut dire que la Torah nous promet que si tu prélèves le maaser, tu deviens riche. La Gemara raconte une histoire. Qu'un jour, Rabbi Yochanan, qui était un rav de l'époque de la Gemara, a rencontré le fils de Resh Lakish. Et il lui demande, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Et l'enfant lui dit, aujourd'hui on a appris le passouk de Aser et Aser. Il dit, ah bon? Alors pourquoi la Torah le dit 2 fois? Et le fils de Resh Lakish lui a répondu, Aser, Bishvil, Shetita Asher, la Torah nous promet que si tu prélèves le maaser, tu t'enrichis. Et là-dessus, Rabbi Yochanan lui demande, mais c'est quoi cette histoire? Depuis quand on fait la Torah et les mitzvot pour de l'argent? C'est donnant-donnant. Ok Dieu, si tu veux, je le fais, il n'y a pas de souci, mais toi qu'est-ce que tu donnes en contrepartie? Non, c'est pas un business, on ne fait pas un deal avec Dieu. Donc comment ça se fait que dans ce cas, la Torah elle me dit que Aser, Bishvil, Shetita Asher, tu vas prélever le maaser pour t'enrichir? Et la Gemara nous raconte que oui, c'est vrai. C'est vrai en général. Chutz mizu. C'est le seul cas dans toute la Torah qui fait exception, et on a le droit de prélever le maaser que pour s'enrichir. Et la Gemara l'amène cela un passouk dans lequel c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu il promet Imlo eftach lachem et arubot hashamaim, je vous ouvrirai les cieux, ve'arikot ilachem bracha ad belidai, et je vous enverrai une bracha ad belidai. C'est quoi ad belidai, dit la Gemara? Sans fin, atche ivlu siftotechem milomardai, vous aurez des crampes dans les lèvres. Non, ça suffit, il y a trop, j'ai plus de place où je vais le mettre, mon matelas est déjà plein de billets, je peux plus. On va dire à Kadosh Baruch Hu, arrête de nous envoyer de la bracha, trop c'est trop. On est déjà trop riche, ça suffit. Ça c'est ad belidai, atche ivlu siftotechem, vous aurez des crampes aux lèvres. Et vous dites, je peux plus. Pas je peux plus de souffrance, je peux plus, où je vais les mettre? C'est plus possible. Et donc, conclusion. Qu'est-ce qui est écrit dans cette Gemara? Aser te aser, uniquement dans ce cas de figure, on a le droit, entre guillemets, de mettre Dieu à l'épreuve en lui disant je donne, mais tu donnes. Et ça fonctionne normalement. C'est comme ça pour quelqu'un qui restait sur la J'ai jamais essayé. Hein. Moi, je suis prêt à essayer. Là, j'ai une question par rapport aux fruits. J'ai pas compris. On prélève pas? Vous parlez en Israël, c'est sûr. Non, les fruits, d'après Obadiah Yosef, vous ne prélevez pas, non? On prélève pas. Exactement. En fait, les fruits qui ont été exportés, lui considère qu'il n'y a pas d'obligation de prélever en dehors d'Israël. Ce même fruit en Israël, oui. Le même fruit en dehors d'Israël, non. Les fruits qu'on achète en Israël, on doit à chaque fois les prélever, non? Quand vous achetez en Israël, oui. Oui. S'il n'y a pas d'exode. Exactement. Quand vous l'achetez et que c'est cachère, ça veut dire quoi qu'une pomme elle est cachère? Je sais bien qu'elle est cachère. J'ai pas besoin qu'un rabbin ait regardé la pomme pendant 3 heures pour me dire qu'elle est cachère. Je le savais déjà. Donc le panonceau de cache-route, entre autres, ils vous garantissent que tous les prélèvements ont été faits. J'ai pas entendu. Pour les prélèvements, si vous achetez sans cache-route, je peux vous expliquer assez rapidement. Si vous prenez un peu plus qu'un centième, et après vous regardez dans les différents sites oui, mais un certain texte et à dire, ou vous faites différents prélèvements, il faut après une pièce pour racheter le maaser chéni, et une fois que vous avez fait tout le processus, vous pouvez consommer. Donc c'est une procédure à faire qui n'est pas compliquée, mais il faut la faire. Bon, en tous les cas, quand la Torah nous dit Aser te Aser, de quoi il parle ce verset? De quel maaser il s'agit? Aser te Aser, la suite du passouk c'est Et kol tvuat zarecha. On te parle de ce qui a repoussé en Israël. Donc quand c'est que la Torah nous promet une richesse? Quand tu prélèves quoi? Quel maaser? Les fruits et légumes, les céréales, mais pas ton argent. Donc on n'a toujours pas vu une source comme quoi il faut prélever le maaser sur les revenus. Ça c'est pas écrit. Dites à Svat, oui mais c'est écrit Aser te Aser et kol. Quoi tout? Tout quoi? Tout, c'est tout. Tu crois tout, c'est tout? Bah, tout. Tout ce que tu gagnes, fruits, légumes, récolte, t'as travaillé, t'as fait du babysit, t'as vendu, t'as acheté, tout ce que tu as gagné, tout ce qui rentre dans ta poche, peu importe sous quelle forme. J'ai reçu un cadeau, je vous prélève le maaser aussi. Ça, on va encore voir comment ça fonctionne à la fin. Ah, c'est quoi, je coupe un petit morceau? Je vous donne un petit morceau de stylo. Vous en faites quoi? Ça sert à rien du tout. Il y a tout, on aura perdu. C'est une somme d'argent, par exemple. Même le choix, tout ça on va voir tous les détails. Mais en tous les cas, Tosfot nous explique, dans le mot kol, ça inclut également maaser ksefim. Et c'est ce qu'on cherchait. On cherchait une source
Comme quoi il faut prélever également le maaser sur les revenus. Tosfot écrit dans ce verset. Et Tosfot me raconte une histoire. Il y avait une fois un bonhomme, c'est une histoire qui est rapportée dans le Midrash, qui avait fait fortune avec des champs. Il avait énormément de champs, et chaque année il semait, il y avait de plus en plus de quantité de récoltes qui poussaient. Et sur son lit de mort, il dit à ses enfants, sachez que le secret de ma réussite, c'est le maaser. J'ai toujours fait attention à prélever le maaser. Vous voulez continuer ? Vous voulez continuer à réussir ? Continuez à prélever le maaser comme il se doit à 100%. Et voilà que la première année, quantité extraordinaire, illimitée de récoltes. Et les enfants, ils voient, ils disent quoi ? Maaser ? Autant ? Faut pas exagérer quand même, on a travaillé, non ? C'est pas venu comme ça. Ça fait un moment qu'on travaille, et on va donner autant une si grande quantité aux pauvres. On va un peu réduire. Ça va, on n'est pas assez après. Voilà que l'année d'après, le rendement un peu moins. Ils disent, bah, cette année on peut pas. Même si on veut, on peut plus, puisqu'on a gagné moins. Ils vont encore réduire la quantité du maaser. Et l'année d'après, encore moins. Et encore moins, et encore moins, jusqu'à ce qu'en fin de compte, il ne leur restait que le maaser qu'ils donnaient à l'origine. Ils ont compris l'allusion, ça leur a pris du temps. Mais ils ont fini par comprendre qu'il fallait prélever le maaser comme il fallait à 100%. Mais encore une fois, de quoi on parle ici ? Maaser sur la récolte. Tosfot considère, comme on l'a vu, que l'obligation de prélever le maaser sur le revenu, c'est une mitzvah minatora. D'autres poskim vont dire non, c'est pas minatora, c'est une allusion. Quand c'est une allusion, c'est midé rabanan. Ça veut dire quoi midé rabanan ? Ça veut dire ? Exactement, c'est les Chachamim de l'époque d'Agma qui l'ont institué. Mais c'est pas écrit dans la Torah. C'est pas explicité noir sur blanc dans la Torah. Donc ce qu'on appelle midé rabanan, c'est pas obligatoire. Troisième et dernier avis. C'est pas minatora. C'est pas midé rabanan, c'est un minag. Là, écoutez bien parce que ça devient intéressant pour nous. C'est quoi un minag ? Coutume. Vous avez un exemple d'un autre minag ? Je suis pas obligé de manger du riz. Non, là on a le droit de manger du riz. Mais si vous voulez manger des pommes de terre ou du poulet, rien ne vous interdit. Un minag, c'est quelque chose qu'on doit faire. Là, on doit pas manger du riz, si on peut manger du riz. Alors, ne pas manger qui Là, c'est plus qu'un minag, c'est une halakha. C'est plus fort qu'un minag. Jeûner le jour du mariage. Effectivement, après, c'est même plus qu'un minag. Mais un minag, c'est une coutume. C'est pas pour les ashkénazes. Ça dépend des cas de figure. Il y a des jours où on jeûne pas, et ainsi de suite. Mais en tous les cas, dans l'idée, un minag, c'est une coutume. Donc, en fait, on a 3 niveaux. On a ce qui est écrit dans la Torah noir sur blanc. C'est le niveau le plus haut et le plus fort. On a un deuxième niveau, ce que les Chachamim vont instituer. Et il y a un troisième niveau, c'est minag, c'est une coutume, c'est moins fort qu'une obligation des Chachamim. Pour le maaser sur le revenu, on a les 3 avis. Ce qu'on vient de voir. Certains vont dire c'est minatora, c'est tout comme c'est écrit noir sur blanc dans la Torah. D'autres vont dire non, c'est les Chachamim qui l'ont institué. Troisième et dernier avis, ni l'un ni l'autre, mais c'est une coutume. Qu'est-ce qu'on retient à la halakha ? Quel avis ? Le troisième. C'est une coutume. C'est un minag. Et c'est important de savoir parce qu'on va voir que par la suite, on aura énormément de conséquences du fait que c'est un minag. Mais attention, là c'est très important. Un minag se transforme très rapidement en une mitzvah de la Torah. Comment ? C'est plus qu'une minag Israël. Quand on est marié, on parlait. C'est plus qu'une minag Israël, c'est écrit dans la Torah. Ou c'est écrit dans la Parashat Sota. Où c'est écrit que le Kohen il va découvrir la tête de la femme. Pourquoi t'as besoin de la découvrir ? Parce qu'elle est couverte. Sinon le Kohen n'a pas besoin de la découvrir. En tous les cas, on disait que. Pardon ? Alors comment les femmes de cette époque qui se couvraient la tête, elles avaient cette loi de se couvrir la tête ? Comment elles ont appris qu'il fallait se couvrir la tête ? Et pourquoi c'est pas écrit noir sur blanc, mitzvah numéro 1, couvrez-vous la tête ou mitzvah 32, peu importe. Pourquoi c'est écrit de façon comme ça C'est ça, de là on apprend, nous on apprend dans notre génération, c'est très bien, on sait que les femmes à l'écoute de ce texte, on peut la lire. Ok, mais à cette époque-là de ce temps, comment elles savaient qu'il fallait se couvrir la tête ? En plus, pourquoi ils devaient couvrir la tête de même ? Ouais, mais pourquoi c'est si important ? Pourquoi aujourd'hui ? Moi j'ai entendu que c'était une minera banane, le fait de se couvrir la tête. C'était comme ça ? Oui. J'ai entendu
là, si on va parler de ça, on va totalement bifurquer du sujet. Donc, il n'y a pas de souci. On va juste revenir sur le Maaser. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. On propose un sujet. Parfait. Vous étiez en train de J'avais préparé, mais on m'a demandé de changer. C'était quoi Ça, qu'on avait préparé? on va y parler des parents. Ah oui, c'est ça, exact. Ouais, on parle. Non, vous étiez en train de dire. Donc on disait, Comme on sait que un minhag, il peut très facilement se transformer en mitzvah de la Torah. À partir du moment où vous aurez fait 3 fois ce minhag, et on n'a pas dit bli neder, ça devient un neder, ça devient un vœu. Or un vœu c'est minatora. Encore une fois, je vais faire une bonne coutume, Genre faire le de la parole à qui on dit. par exemple. Il n'y a aucune obligation. Et c'est même très dur. Ouais, je suis d'accord avec vous, c'est même surtout vers la fin. Oui. Ça je sais pas. Je précise. En tout cas, le jeûne de la parole c'est très dur, mais c'est pas obligatoire. Ouais, voilà. Si je l'ai fait 3 fois et j'ai pas dit binaire, ça devient obligatoire et dorénavant c'est tout comme si je m'étais engagé et je dois continuer à faire. Si on fait 3 fois, j'ai Une bonne coutume, une bonne, hein, pas une mauvaise. C'est une mauvaise, on peut s'arrêter tout de suite. Mais j'ai fait 3 fois une bonne coutume, elle devient obligatoire, c'est un neder, c'est une mitzvah de la Torah. On peut l'annuler, on fait Atarat Nedarim, c'est l'annulation des vœux. Mais tant qu'on l'a pas annulée, elle reste obligatoire. Mais tous les Rosh Hashanah, on fait ça, ça s'enlève tous les ans. Tous les Rosh Hashanah, vous parlez de la veille de Rosh Hashanah où on fait Atarat Nedarim, effectivement, mais cette Atarat Nedarim, elle est générale, elle ne peut fonctionner que pour les vœux qu'on a oubliés. Mais si je sais que j'ai fait ce vœu et je ne l'ai pas explicitement annulé, il ne s'annule pas. Dans ce texte, on dit qu'on annule tous les vœux qu'on a oubliés. Donc effectivement, si j'avais fait 3 fois quelque chose sans avoir remarqué, et dorénavant j'ai arrêté, mais c'est pas que j'ai réfléchi, que j'ai fait un vœu, j'ai décidé d'arrêter, j'ai arrêté du jour au lendemain, effectivement, en Rosh Hashanah, ça va passer l'éponge, ça l'annule. Mais si à ce moment-là même, je me rappelle encore de ce vœu, et je ne dis pas explicitement que je veux l'annuler devant 3 personnes, il n'est pas annulé. Le seul moyen d'annuler un vœu, c'est je prends 3 personnes, je leur raconte mon vœu, écoutez, voilà, j'ai fait le vœu d'aller tous les matins au mikvé à 4h du matin. J'ai réussi à le faire pendant 2 mois, mais là, je peux plus. Je peux plus. On va me dire, bah écoute, non, franchement, t'as commencé quelque chose de bien, continue. Je dis, non, mais vous comprenez que c'est compliqué, ils vont pas me l'annuler. Compliqué, mais c'est tout le savais au départ. Pourquoi tu l'as fait? C'est que tu pensais que c'est faisable, continue. Mais, ce qu'il faut faire, c'est la chose suivante. C'est qu'il faut expliquer pourquoi dorénavant je ne suis plus capable de le faire. Là, dans ce cas de figure, j'ai écouté. Quand j'ai commencé, c'était à une époque où je me couchais le soir à 9h. Donc, le se lever à 4h du matin, aucun problème, après 7 heures de sommeil. Mais là, en ce moment, je me couche plutôt vers 1h du matin. Là, c'est plus compliqué. Ah, d'accord. Ce qui voudrait dire qu'en fait, lorsque tu avais fait le vœu, si j'avais conscience de ce cas de figure, est-ce que j'aurais fait le vœu? Non. Là, ils peuvent l'annuler. Donc, à chaque fois où on va faire un vœu, pour l'annuler, il faut trouver une raison pour laquelle, dès le départ, dans ces conditions, on ne l'aurait pas fait. Il faut 3 heures. Mais dire que moi, par exemple, je choisir 3 heures. Bon, on n'a pas encore 2 et on peut le faire. Non, non, je regarde le jeune de la parole. Mais vous avez dit qu'on a besoin de le dire de façon de vive voix, que c'est pas un peu, que c'est des élèves, ou si on l'a dans la tête, Si on pense qu'on fait le binaire dès le départ, c'est bon, c'est valable. C'est pas un vœu. Ça n'aura jamais la force d'un vœu. Le mieux, c'est la première fois qu'on le fait, on écoutait. On pense, je le ferai dorénavant, mais binaire sans engagement. Mais le fait de le faire 3 fois, même si on n'a rien dit, ça prend automatiquement le statut de vœu. Sauf si on a dit au départ binaire. Prenez un exemple qui est assez courant. Écoutez cet exemple. Est-ce qu'on accepte Shabbat par l'allumage des bougies? Ça dépend. Ah non, oui, Ça dépend pour qui, non? Ça dépend pour qui. Je crois que le Rav Ovadia Yosef, il dit que l'acceptation, avant, il disait que l'acceptation c'était avec la bracha. Et après, il a changé, il a dit que finalement, ça pouvait être les deux. Ceux qui avaient l'habitude de faire, c'est de commencer à d'abord allumer, ensuite faire la bracha, c'était ok pour ça. J'ai pas Pour l'instant, il est bon. Pour l'instant, c'est du bon. Continuez. En fait, ça dépend des coutumes. Ça dépend des coutumes, effectivement. Alors justement, il y a des différents avis. Certains disent qu'avec l'allumage des bougies, on accepte Shabbat, d'autres vont dire que non. La meilleure chose à faire, et comme c'est dit au Rav Yosef, c'est quand on allume les bougies de Shabbat pour la première fois, à un moment on dit, écoutez, dorénavant, je ne veux jamais accepter Shabbat par l'allumage. Et donc, pas de neder, pas de rien du tout, je ne veux pas accepter Shabbat. Et là c'est clair.
Mais si je ne l'ai pas dit, à un certain moment, si j'ai toujours accepté Shabbat par l'allumage, et là je veux changer, il faut faire un tardinarium. Et c'est de temps en temps. Par exemple, on fait l'allumage Shabbat, mais dans notre tête, on se dit qu'on n'a pas accepté Shabbat. C'est bon. C'est bon. Mais si, ça nous arrive très très rarement, mais on accepte Shabbat, mais avec l'allumage. Si on se le dit, on le dit, c'est bon. Donc c'est bon, effectivement, on n'a pas accepté Et Shabbat. combien de temps on a le droit à Jérusalem d'accepter Shabbat? Le mieux c'est un quart d'heure avant le coucher du soleil. Ça dépend à chaque fois du coucher du soleil, parce que ça évolue en fonction des périodes d'année. Non, un quart d'heure, 15 minutes avant le coucher du soleil. 15 minutes de retard par rapport Par rapport à l'heure, je sais pas, des calendriers, en général, ça dépend de quelle heure vous suivez, mais eux ils sont plus tôt. Mais je crois qu'il y a un peu 45 minutes. Ouais, c'est ce que je m'en suis. Je suis un peu dur. Non, 45 minutes. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est le temps d'une séquence de cours. Tu peux pas. C'est vrai ou c'est Jusqu'à quelle heure on fait l'allumage? On allume les bougies de Shabbat jusqu'à 2 minutes avant le coucher du soleil. Par rapport à l'heure de Shabbat, ça donne quoi? C'est 43 minutes après l'heure du calendrier, quasiment. Ou 38 minutes. Ça dépend de Ah, ok, l'année. d'accord, du coup, c'est à peu près comme ils disent 40 minutes. C'est chier avec 45. Bah là, le coucher du soleil, c'est 19h47. Qui t'a dit ça? Il va être 45 minutes en plus. Là, j'ai pas de calendrier sur moi. Ce Shabbat qui remonte à 19h12. 12. Et à quelle heure c'est le coucher du soleil? 19h47. 19h47. C'est une demi-heure. Sur une demi-heure. Ouais, C'est une demi-heure. Donc normalement, on fait comme tout le monde, on accepte Shabbat à cette heure-ci. Mais si pour une raison ou pour une autre, on n'a pas fait, il y a eu 47 réunis. Jusqu'à 45, on peut encore allumer des bougies avec moi. Ah bon? Avec moi. Si les cas, on savait pas. c'est la parole. Non, si c'est après j'ai dépassé les 47, là je peux rien faire. On n'allume même pas. On n'a pas d'allumer. Mais si tu t'allumes pas, Ok, donc venez, on reprend notre sujet. Donc juste par rapport à l'allumage, on dit que, enfin je sais pas, j'avais entendu qu'à Jérusalem, comme il y a des montagnes autour, le soleil, on voit la lumière disparaître plus tôt, et qu'on a entre 30 et 40 minutes de marge à non, alors jusqu'à quand on peut allumer du coup? Normalement, le mieux c'est de respecter les horaires qui sont dans le calendrier, mais ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas allumé à cette heure-ci, vous devez allumer après. Vous pouvez encore, tant qu'il est 2 minutes avant le coucher du soleil, vous arrêtez. Et en rousse, ok. Même chose, c'est le Ah, principe. sérieusement? On peut allumer 2 minutes avant? Jusqu'à 2 minutes avant le coucher du soleil, au plus tard. Au plus tard. Au plus tard. Et en France, là c'est vers les 10 heures. Alors c'est quoi les services de 18 minutes? Il y a une histoire qui s'appelle Tosefet Shabbat. Ah, c'est C'est plus pour Tosefet Shabbat. Et du coup, si on allume les bougies 2 minutes avant, est-ce qu'on a. Comment dire? Est-ce que ça veut dire qu'on peut accepter Shabbat 2 minutes avant le coucher du Ah oui, soleil? ça, oui. C'est pour ça qu'on vous demande d'allumer 2 minutes avant, pour au moins accepter Shabbat 2 minutes avant. La grave, les 18 minutes, c'est que pour les hommes, normalement. Non, cette mitzvah de Tosefet Shabbat, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Ouais. Pas de différence. Moi, je pensais qu'il y avait 20 minutes en France. Il n'y avait pas. Non, mais genre. En tous les cas, nous on reprend notre affaire. On disait que Maaser Ksafim, la halakha, nous on retient à la vie que c'est un minag. C'est une coutume. Mais très facilement, cette coutume, elle va se transformer en obligation, en mitzvah minatora. Comment? Si 3 fois on l'a fait sans dire binéder, ça devient obligatoire, ça devient néder. C'est la raison pour laquelle, pour éviter tous les problèmes avec le Maaser Ksafim, dès la première fois où on prélève, on dit on le fait dorénavant, binéder sans engagement. Non. Si, c'est vrai, donc c'est un éder qui est extrêmement fort. C'est un éder qui est important, qui est fort, mais ça reste un éder. Non, justement, le fait que, on va dire que le peuple l'a pris sur lui de le faire, est-ce que ça n'a pas un poids plus important Si, que... que simplement une coutume, tout à fait. Oui. Donc quasiment, c'est un minag obligatoire, j'allais dire. Mais ça reste un minag à la base. Si j'ai dit le binéder, moi j'ai le cas suivant. J'ai gagné une somme X, et je ne sais plus si j'ai donné le maaser ou pas. Je sais plus. Peut-être j'ai donné, peut-être j'ai pas donné, je m'en rappelle plus. Si c'était un éder, donc j'ai un doute si j'ai fait une mitzvah de la Torah ou pas. Dans le doute, il faut donner une deuxième fois. Mais si j'ai dit bli neder, il n'y a pas d'engagement, dans le doute, je ne donne pas une deuxième fois. Maintenant, important. Sur quoi on donne le maaser? J'ai gagné une somme. J'ai besoin par mois pour vivre de 850 shekels. Je le sais, je suis pas gourmand, vous voyez, je suis pas très gros.
850, c'est pas énorme. Pour un mois, je mets 850. Mais je gagne que 700 shekels. Donc, On dit qu'on a besoin de vivre avec les 100 shekels. non mais je gagne 700. Non mais 800 c'est très simple, vous faites des comptes. Alors, on donne pas le matin. Ah bah justement, c'est là où je viens d'arriver. On donne le masser ou pas? Non, mais c'est pas une obligation. On va se retrouver avec On va pas s'endetter pour donner à quelqu'un d'autre. Exactement. évidemment. Alors, moi, je suis Tout à fait. En fait, à partir du moment où je gagne pas assez pour subvenir à mes besoins, donc dans ce cas de figure, la première personne qui en a besoin, c'est moi-même. Donc je garde Quoi pour moi. les besoins? Mais après, c'est ça, ça dépend de quoi les objectifs. Quand vous définissez combien vous avez besoin par mois pour vivre, qu'est-ce que vous Ça incluez? dépend si la personne a fait du shopping, elle va à l'hôtel, elle va manger sa famille. C'est une personne qui fait manger les pommes de terre dans l'eau. Non, mais vous comprenez, entre les deux, il y a une moyenne. Entre manger les pommes de terre à l'eau et aller à l'hôtel, il y a encore une autre sorte de population. Si vous savez pas, moi je peux vous dire. Admettons, je dépense tout mon argent dans des bêtises, et ben moi j'ai pas envie de ma Ça, il y a des institutions spéciales qui vous apprennent comment faire pour gérer l'argent. Il y a des réunions de groupe. Et en groupe, il y a des tuteurs. En fait, ils prennent votre porte-monnaie et ils vous donnent en fonction. Il y a des applications. Évidemment que ça existe. Quelqu'un qui ne sait pas gérer son argent. Ouais, c'est une horreur, c'est bien. Évidemment que vous les payez. Après, il vous reste le bout. Il y a certains cas où c'est obligatoire. Non, mais je parle des parents, sinon il y a des parents qui peuvent. Vous avez peut-être dépensé quoi. Effectivement. Donc, dans ce genre de cas, où la personne, elle sait qu'elle a un minimum de besoins et elle ne couvre pas ses besoins, il n'y a pas d'obligation de prélever le maaser. Très bien. Maintenant, comment je calcule le maaser? On prend un exemple. Je gagne 1000 par mois. Mais pour ces 1000, je travaille. Entre autres, il faut que je voyage aller-retour. Je ne travaille pas de la maison. Il faut que je me déplace. Ça me coûte de l'argent le déplacement, peu importe comment. Non, c'est facile. C'est sur le sac. Il faut faire un calcul. Oui, mais on fait 10%. Bah oui, on prend chaque On fait 10% de chaque somme. Le temps d'arriver au travail aller-retour, vous payez, vous avez un taxi ou en plus, peu importe, vous le payez. Pour le travail, j'ai dû acheter un nouvel ordinateur. Ils n'ont pas payé le travail de l'ordinateur, c'est moi qui l'ai payé. Et pourquoi je l'ai acheté? Pour le travail. Donc c'est vrai que je veux aussi l'utiliser pour d'autres choses. Mais qu'est-ce qui a motivé l'achat? C'est le travail. Donc l'argent, les frais que j'ai engagés pour payer, pour acheter l'ordinateur, je le déduis du salaire aussi. Au travail, il y a une tenue vestimentaire à avoir. Alors, c'est pas obligatoire. Vous pouvez pas le déduire, vous en avez plus de maaser. Je vous dis, qu'est-ce que vous pouvez déduire du maaser? Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous voulez pas le faire, donner le maaser sur le tout, tant mieux. S'imaginer. Tout à fait. C'est bien donné précisément, effectivement. Alors, il y a toutes sortes de frais qu'on peut déduire. Non, effectivement. Il y a déjà des frais que vous déduisez automatiquement au travail. Tout ce qui est bitoire, tout ce qui est impôt et compagnie, vous ne le recevez même pas. Donc vous donnez déjà maaser sur la somme que vous recevez. À cela, vous allez déduire tous les frais liés au travail. Vous avez dû voyager pour le travail. Vous avez dû partir à Paris aller-retour. Le billet d'avion, on ne vous l'a pas remboursé. Donc ça, vous déduisez de ce que vous avez gagné. Du coup, j'ai une question par exemple. Si par exemple c'est un petit boulot, par exemple, comme vous avez dit, on fait par exemple exceptionnellement une journée de travail, ou on va chercher un enfant, etc. Est-ce qu'on doit déduire le maaser sur. Mais est-ce que avec l'argent que vous gagnez, est-ce que vous avez, sur cet argent gagné, vous en avez besoin pour vivre ou c'est en plus entre guillemets? Ça peut, ouais, ça fait un besoin pour tout quand même. Donc si c'est un besoin pour vivre, ça veut dire que vous n'avez pas assez pour ce que vous avez besoin. Par exemple, on travaille, mais pour payer un cadeau à sa mère. Est-ce qu'on doit déduire l'argent qu'on a gagné? Enfin, on doit déduire on doit donner du maaser. C'est-à-dire que si vous n'aurez pas travaillé, vous n'aurez pas pu acheter ce cadeau. Ouais. Ouais, exact. C'est mieux de déduire, mais c'est pas obligatoire. Parce que c'est compliqué vu que c'est vraiment l'argent quoi qu'on a dépensé, qu'on a
c'est tous les frais qui sont liés au travail, je vais les déduire de ce que j'ai gagné. Parfait. On continue. Sur quoi on prélève le maaser? Tous les combien de temps? Tous les mois? Moi j'ai un magasin. Donc il y a des mois où je gagne énormément, et pendant les 2 derniers mois du Corona, j'ai pas gagné une cacahuète. Et pas seulement j'ai rien gagné, mais j'ai dû payer. J'ai payé la location, j'ai payé tout ce qui est peut-être tourné au magasin, tout ce qui a pourri, j'ai tout jeté à la poubelle. Il était fermé pendant 2 mois le magasin. Ah oui, mais 6 mois avant, tu avais gagné 3000. La Toda, après j'ai perdu 6000. Donc on fait comment le compte du maaser? Au mois par mois, au jour le jour, ou une fois par an, une fois tous les 3 ans? Comment ça fonctionne? Alors bien évidemment que si on a un salaire fixe, c'est plus facile. Si j'ai un salaire fixe, c'est pas très compliqué. Bon, à chaque mois, je sais combien je vais gagner. Tant qu'il n'y a pas d'augmentation, c'est un salaire X, donc je déduis autant, et ainsi de suite. Ça, c'est très facile. Mais lorsque j'ai des professions qui ne sont pas stables, entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas de fixe, je suis payé selon un pourcentage. Il y a des mois où je gagne, et des mois où je ne gagne pas. Un métavers, un agent immobilier, pendant 3 mois, il peut rien gagner, et après, il gagne 30 000. Waouh, t'as gagné 30 000. Il faut que je donne 3 000 pour le maaser. Et les 3 mois avant où j'ai travaillé sans rien gagner, là, le maaser n'a pas payé. Hein. Oui, mais les mois devant, il a dû vivre aussi. Il n'a rien gagné. Alors, justement, là, la question. Comment, dans ce genre de cas, on va calculer le maaser? Alors déjà, il va falloir se fixer. Le mieux, c'est fixer une fois par an. Une fois par an pour ce genre de profession. Si on a un salaire fixe, c'est pas compliqué. Chaque mois, il y aura le maaser et il n'y aura pas trop de surprises, pas trop de complications. Mais sinon, le mieux, c'est de le faire une fois par an. On fixe combien j'ai gagné tous les mois où j'ai gagné et combien j'ai perdu les autres mois. Parce qu'il y a peut-être des mois où j'ai perdu. À la fin d'année. Ouais. Exactement. À la fin d'année, janvier, février, mars, j'ai eu un excédent de X. Donc j'ai gagné. Donc je retiens la somme que j'ai gagnée. Mais après, juin, juillet, j'ai perdu. Donc je déduis de ce que j'ai gagné. Donc au total, combien j'ai gagné cette année? Entre les plus et les moins. J'arrive à une certaine somme, de cette somme-là, je donne le maaser. C'est quoi, donner tous les mois? Non, mais le problème, c'est que des fois, vous serez perdant. Parce que les mois, vous gagnez énormément, vous avez une grosse somme de maaser, mais après les mois, vous n'avez rien gagné, le maaser ne vous rendra rien. Donc, pour prendre ces précautions et être plus juste, on attend la fin de l'année, on voit les mois où on a gagné et les mois où on n'a rien gagné ou perdu même, on les diminue des sommes où on a gagné, au total, combien j'ai gagné? Et sur cette somme-là, je donnerai le maaser. J'ai une question. Quand en France, on donne à des associations nécessiteuses, comme ça, soit ils nous demandent, je sais pas, ils disent. Un reçu CERFA. Reçu CERFA, exact. Est-ce que du coup, tu as le droit de faire ça? Bonne question. Parce que. Bonne question. C'est quoi un reçu CERFA? On le déduit des impôts. Ça veut dire qu'en fait, moins d'impôts, donc on paye moins. vous avez gagné de l'argent. On n'a pas gagné, on gagne pas d'argent. Enfin, on gagne de l'argent, mais du coup, le maaser, il ne compte pas. Vous donnerez à nouveau le maaser sur l'argent que vous avez gagné, grâce au CERFA. Ah bon? Et sinon, on peut ne pas demander au CERFA. Mais pourquoi? C'est dommage. Si vous pouvez gagner de l'argent, pourquoi refuser? C'est quand même, il faut refaire un maaser sur le site. Au final, le CERFA, c'est que vous avez des impôts. Donc, au lieu de payer les impôts, est-ce que les impôts, du coup, c'est compris dans le maaser? Normalement, non. C'est tout comme si vous me dites, est-ce que dans le maaser, ça inclut mon appartement, mon loyer, mes vêtements, ce que je mange à midi? Tiens, ça c'est un bon exemple. Mon repas de midi, il est inclus dans le maaser ou pas? Ça veut dire, je déduis du maaser ou pas? Bah non, c'est pour rien. Pas du soir, du matin, de Shabbat, peu importe. Non, parce qu'il y a des entreprises qui payent les repas. Alors si l'entreprise elle paye les repas, il n'y a pas de question, ils m'ont payé taux de repas, merci beaucoup, à demain. Et là où ils ne payent pas, donc là j'ai mangé, c'est bon, je ne vais pas donner de l'argent, là il n'y a pas de question. Mais là je vous parle d'un cas où ils ne vous payent pas. C'est repas tiré du sac. Toujours on aurait mangé, sauf si vraiment peut-être que si au travail on n'a pas le choix de dépenser plus que ce qu'on aurait dépensé. Exactement. Donc en fait, si vous voulez vraiment être juste au centime près, combien vous aurez mangé, ou pour combien vous aurez mangé si vous ne serez pas au travail? Bah, je vais préparer à la maison un œuf et des pâtes. Donc ça de toute façon on ne le déduit pas.
Mais comme j'étais au travail, il n'y avait pas de cuisine à proximité, j'ai dû descendre en bas au restaurant pour acheter, je ne sais. J'ai payé plus cher forcément. Donc ça, ce que j'ai payé en plus, ça faisait du maaser. Et si par exemple des fois on fait à la maison et des fois on achète, on fait du calcul. On calcule aussi. Si vous voulez vraiment 2 centimes près, oui, vous pouvez créer un logiciel pour qu'il vous fasse exactement rentrer les données. Et à la fin, il fait maaser 001. Ça existe déjà. Ah ouais. Je compte tout ce que tu gagnes, tout ce que tu dépenses, tout ce que tu fais. C'est pas que je vais faire. Et à la fin, il vous propose une association pour. Ah, j'ai compris. Non, c'est En fait, à la base, vous déjà mettre votre numéro Faire un de. virement maintenant. Non, à la base, vous rentrez votre numéro de carte de crédit et après, ils vous déduisent. C'est comme ça. non, ça y est, vraiment calcul. Grave, juste une question. Moi, j'ai entendu que payer l'école juive à l'étranger, c'est considéré comme le maaser. Pourquoi l'étranger, pas en Israël? Il y a des écoles juives, carrément. Et en Israël aussi. Non, ici, il n'y a que des écoles juives, non? Les écoles laïques, les écoles religieuses. Ah, ok. Voilà, payer l'école juive. C'est l'école juive, C'est c'est considéré comme le maaser. Votre question, qu'est-ce que vous répondez? Bah oui. Je pense. L'école juive, on peut la payer du maaser? Est-ce que j'ai l'obligation d'éduquer mes enfants? Bah oui. Et pour une femme, non? Pour le père et après la Ah ouais? Et pour la mère aussi, pour les parents. Donc, vous êtes. L'idée de base, la halakha de base est la suivante. En ce qui concerne le maaser, je ne vais pouvoir payer le maaser uniquement ce qui n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, je ne le paierai pas d'argent du maaser. Un exemple. On va prendre un exemple très simple. Je veux monter à la Torah Shabbat. Peu importe pourquoi j'ai décidé, je veux monter à la Torah. Ils font une vente aux enchères. 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Et après je me dis, 1000, ça tombe bien, ça j'ai 1000 de maaser. Autant enjoindre l'utile à l'agréable, 1000 du maaser. Je peux ou je ne peux pas? C'est pas obligatoire. Exactement. Donc si dès le départ, j'avais l'intention de le payer avec l'argent du maaser, c'est permis. Parce qu'il n'y a rien qui m'oblige de monter à la Torah. Tu veux, c'est pour une mitzvah, ça peut être permis. Effectivement. Aussi. Donc il y a le prix minimum du Etrog. Comme si j'achète des livres de Torah. Tout à fait. Des livres de Torah aussi, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Qui Et du coup, s'ouvrent. pour les écoles juives, Oui, c'est ça. C'est là, il y a vraiment une belle voiture, c'est une mitzvah, et bien vivre, c'est une mitzvah aussi. Et donc, avec ça, on peut faire beaucoup de choses. mais du coup, les Livre de Torah, on va tout de suite voir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est une mille, exactement. Donc, on revient à la question de l'école juive. Est-ce que j'ai le devoir de nourrir mes enfants? Pourquoi? À 5 ans, ils peuvent travailler déjà. Ils peuvent coudre des balles de foot au Bangladesh. Ils peuvent pas? Je vais leur apprendre. À 5 ans, c'est un peu jeune. À 7 ans, 8 ans, ils peuvent déjà travailler. Ils peuvent faire postier. Vous n'allez pas le faire, ça je comprends bien. Mais est-ce que moi j'ai l'obligation? L'éducation n'est pas top, je suis d'accord avec vous. C'est sûr qu'il y a Tant qu'ils sont pas mariés, ils sont en bonne chance. il a 35 ans, il ne veut pas se marier, il dit papa, j'ai besoin de Par contre, même nous, on quitte pas la maison normalement tant qu'on n'est pas marié. À 18 ans. 18 ans, compte du téléphone. C'est pas écrit qu'un jeune homme à 18 ans il peut se marier, donc T'as l'obligation. Effectivement. Normalement, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, le père a l'obligation de nourrir ses enfants, pas après. Quoi jusqu'à quel âge? 5 ou 6 ans, en fonction de la... T'as la manger quand tu sais. Jusqu'à 5-6 ans, quand l'enfant a 6 ans, il dit désolé, mais il va falloir que tu t'assumes maintenant. Et papa, il veut pas. Ah, c'est une blague. 6 ans. Ils peuvent travailler, non? à l'époque.
Ah, ça, c'est pas fini. Mais normalement, à 6 ans déjà, ils peuvent produire. Ils peuvent faire les vaisselles à la belle. Ça peut-être pas très proche. C'est une blague là. Mais non, c'est ok. À partir de 6 ans, normalement, ils sont capables de s'assumer. Alors je dis pas, ils vont pas gagner des millions, mais de quoi acheter un bout de pain et un verre de lait, ils peuvent se débrouiller. Mais ça, c'est uniquement si les parents n'ont pas les moyens. Si les parents ont les moyens, ils ont l'obligation de les nourrir. Et un père qui refuse de nourrir sous prétexte que son fils peut aller travailler à cet âge-là, on lui fait honte en public. À la synagogue, on lui pointe du doigt. Tu vois, celui-là, là, c'est pire qu'un corbeau. Parce que le corbeau, hein, vous êtes écrit dans la lacha, un corbeau, il va ramener à manger pour ses petits oisillons. Et lui, il est pire qu'un corbeau, il les envoie à la rue. Et ainsi de suite. Justement, tu as quel âge? 13 ans. 13 ans. Exactement. Après, à 13 ans, si les parents le font, c'est par pure gentillesse. Mais pas par obligation. Vous dites merci. Hein. Parce que s'ils veulent, ils peuvent vous écouter. Tu m'appelles une fois avant Shabbat pour me dire Shabbat Shalom, mais c'est tout. Yes. Est-ce que je dois donner le maaser si je suis bachirou? Bah, la question c'est toujours la même. Est-ce que vous avez. Exactement. L'adulte, 700 et quelques. Mais oui, mais Ah, moi, oui, mais combien vous avez besoin pour vivre par mois? 1000 ou 600? Si 600, combien vous avez besoin pour vos dépenses? Le minimum par mois. Minimum pour vivre. Bah, vivre dans la rue. Est-ce que j'ai besoin pour vivre? Ok, mais quand même, je vais à chaque fois demander à mes parents parce que je veux. Non, encore une fois, oubliez vos parents, sans vos parents. Qu'est-ce que vous avez gagné 700 par mois? Combien vous avez besoin par mois pour vivre? Si vous me dites 800, donc ça vous suffit largement pas ce que vous gagnez. Et donc vous n'avez pas d'obligation de prélever. Oui, mais c'est comme je fais du bénévolat, donc je donne pour Israël, alors si j'ai pas la peine de donner. C'est pas En fait, mes soldats, ils vont pas donner si même en général, connaissant la vie actuelle, avec 700 shekels par mois, vous faites pas grand chose. Bah si, quand il y a une généralisation. Si vous êtes Alors, lourd, regarde, je regarde, c'est une question. encore une fois, vous avez assez de ce qu'il faut. Bah, imagine, au lieu de travailler, je dois plus travailler, Combien vous gagnez par mois? En argent, en espèces, combien de flous? Combien? Zéro. Donc, pour l'instant, donc il n'y a pas de question. Non mais imagine, on travaille, on a de l'argent, etc. Est-ce qu'on a du temps? Il nous reste, allez, je sais pas, 5 heures. Est-ce qu'on a le droit de donner le maaser en temps? Après, si vous avez de l'argent, non. Si vous avez de l'argent, vous devez le donner avec de l'argent. Mais ça, vous dites une nouvelle notion qui a été innovée par Moshe Feinstein. Moshe Feinstein dit que tout comme il existe une notion de maaser sur l'argent, il y a aussi une notion de maaser sur le temps pour aider d'autres personnes si on a la possibilité. Un dixième de son temps. De son temps, mais encore une fois, de son temps libre. Oui, oui. Le temps libre, je sais pas combien il y en a. Non, encore une fois, c'est un minable, c'est une coutume. Ils vont. C'est autre chose, c'est qu'ils sont payés pour une année sans travailler. Un an de libre, effectivement. Encore une fois. Ça remplace pas le maaser. Non, c'est une autre notion dans la même idée que le maaser. Mais ça remplace pas le maaser. Et donc, par rapport au. Donc, on revient à l'école, Julie. Là, on parlait de par rapport à nourrir les enfants, jusqu'à quel âge on doit, jusqu'à quel âge on peut, et ainsi de suite. Maintenant, l'éducation des enfants. J'ai une mitzvah, tout comme chaque parent, d'éduquer mes enfants, de leur enseigner la Torah. De leur enseigner un métier. Jusqu'à ce qu'ils sachent étudier, jusqu'à ce qu'ils aient un métier. Ça prend du temps, tout ça. Ça, c'est obligatoire. Je ne peux pas dire, je vais se débrouiller tout seul, je ne m'occupe pas de ça. Non, j'ai une obligation. Or, on disait avant que tout ce qui est obligatoire, on ne peut pas le déduire du maaser. Donc, théoriquement, l'éducation, je dois la payer. Et je ne peux pas le déduire du maaser. Mais, vous allez me dire, ok, mais l'école juive que je veux, ils prennent cher. Plus que ce que j'aurais payé ailleurs. Donc la différence, là je peux le payer par le maaser. Mais que le minimum d'éducation, en fait à la base, ils font mon travail l'école. Moi je dis la vérité, j'ai pas la patience d'enseigner à mes enfants.
papa, il est pas là. En France, la différence, c'est le qui est tolère. Je m'excuse. D'accord, donc c'est pratiquement tout. L'éducation sociétale comme société éduquée par les enfants. Les deux, justement. Donc c'est lesquels qui le font. J'ai bien compris, mais si c'est moi qui dois le faire et quelqu'un d'autre le fait à ma place, c'est normal que je le paye. Bah, si je suis pas capable de faire mon travail et c'est vous qui le faites à ma place, il faut que je vous paye. Bien sûr, mais ça rentre aussi. Et donc ça rentre pas dans le cadre du maaser. Justement, c'est ce qu'on disait avant. Donc théoriquement, tout ce qui est obligation, on ne paye pas. Mais si le même service, je peux l'avoir ailleurs gratuitement. Mais par exemple, en France, on ne peut pas avoir le service de l'éducation juive gratuitement. Écoutez, vous avez l'école communale et vous avez le Talmud Torah le mercredi après-midi. Et le samedi après-midi dans les communautés un peu plus religieuses. Il y a un minimum, ils apprennent à lire le Aleph et le Retch. Et ils savent... Donc en fait, la réponse sera la même aussi bien pour la nourrir. Puisque à partir de 6 ans, j'ai pas d'obligation théoriquement de nourrir mes enfants. Si quelqu'un se retrouve dans le besoin, il pourrait nourrir ses enfants de l'argent du maaser aussi. Parce qu'au lieu de les envoyer à la rue travailler, il y a peut-être mieux de les envoyer à l'école et en fonction des revenus, donner et leur payer par l'argent du maaser. Rattraper les On peut rattraper, mais des fois c'est un peu compliqué parce qu'en une fois ça fait une grosse somme, donc on peut l'étaler sur une longue période. Au lieu de donner en une fois 3000, je donne 100 sur 30 mois et on y arrivera en fin de compte à 3000. C'est plus facile qu'en une fois. Très bien. On prend un autre point. On se trouve dans un cas de figure où je dois prélever l'argent du maaser. Comme je vous disais avant, je gagne 100 aujourd'hui, je peux me permettre de prélever 10. J'en fais quoi de ces 10? À qui je les donne? Pourquoi faire? Le mieux, c'est pour tout ce qui est la Torah. Et je vais tout de suite vous expliquer. Il y a deux mitzvot qui n'ont rien à voir, qui ressemblent énormément, qui n'ont rien à voir. Il y a la tzedaka et le maaser. La tzedaka, c'est pour les pauvres. Le maaser, c'est autre chose. Le maaser, c'est une forme de tzedaka, c'est vrai. Mais ça s'appelle bien maaser et pas tzedaka. La tzedaka, ça ne dépend pas des revenus. Et c'est pas fixé. Tu donnes autant de tzedaka que tu veux, que tu peux, que tu sais, peu importe. Ça, c'est la tzedaka, ça c'est pour les pauvres, c'est sûr. Quand on donne de la tzedaka, à qui on donne en priorité? Premièrement, les pauvres de sa famille. Et plus ils sont proches, plus ils ont de priorité. Donc ça c'est tzedaka, les plus proches parents, ça peut être même ses parents. On peut leur donner de la tzedaka, on n'a pas besoin de leur dire haut et fort, sache que je donne de la tzedaka. Ça n'a pas besoin d'en faire honte, mais de mon côté, ça va être une mitzvah de tzedaka sans aucun problème, c'est la meilleure des tzedaka lorsqu'on fait dans le cercle le plus proche. Après, le cercle un peu plus éloigné. Ensuite, avec les pauvres de la Savine, et après avec les pauvres en général. Il y a un désordre de priorité au niveau de la tzedaka. Il y a ma famille, peu importe où elle se trouve, les pauvres de la ville et les pauvres en général. Le maaser, le mieux, c'est pour, j'allais dire, tout ce qui est Torah. Alors quand c'est Torah, il y a énormément de choses. Il y a des associations, il y a des écoles, il y a des yeshivot, il y a des kollels, il y a des synagogues, et ainsi de suite, tout ce qui va rentrer dans le cadre de l'étude de la Torah, sous toutes ses formes. Ça peut être aussi ce qu'on disait avant, l'école pour les enfants. L'école pour les enfants en France, entre autres, elle coûte cher parce que elle est privée, ils enseignent la Torah ou autre. Donc si je tiens à les mettre là-bas et pas à l'école communale avec Jean et Christophe, c'est pour étudier la Torah. Donc ça peut rentrer dans ce cadre aussi. Mais en tout cas, tout ce qui est Torah de façon générale. Et si, dans mon entourage, il y a une famille, j'ai de la famille, et qui étudie la Torah, et qui sont dans le besoin, ben j'ai fait les deux ensemble. C'est les proches parents et l'étude de la Torah. Ensuite, dans un deuxième temps, ça c'est déjà un niveau qui est moins bon, mais qui peut aussi exister, c'est pour tout ce qui est besoin de mitzvah de façon générale. Exemple, m'acheter un livre de Torah, acheter une montée à la synagogue. Bon, les talit aussi, effectivement. Mais les téfilines, non, par exemple. Parce que les téfilines, tu les mets de toute façon. Par contre, si les téfilines les moins chères coûtent 1000 et les téfilines les plus chères coûtent 6000, la différence, ça on pourrait faire par contre avec l'argent du maaser. Mais c'est pas possible. alors, ça dépend de la situation. Si j'ai absolument besoin et j'ai pas d'autres moyens, d'autres ressources. Non, Donc, mais dans ce cas-là, ça veut dire. c'est si j'ai un choix, oui, effectivement. Il faut bien acheter des filets minimum et voilà, et mettre le maaser dans un
minimum. Parce que le minimum, non, justement, ils sont de mauvaise qualité, dans 3 ans, ils sont cassés. Donc, entre mauvaise qualité et au moins faire un bon investissement, mieux vaut acheter des bons films qui vont durer à vie. En général, les films, c'est censé être un produit qui dure à vie. Mais entre acheter un livre de Torah, par exemple, et donner à une institution de Torah, ou une institution de Torah, ça passe avant le livre de Torah. Surtout aujourd'hui. Parce que je veux dire pourquoi. Un livre de Torah, à la base, même ceux qui le permettaient, il le permettait pour plusieurs raisons. Déjà, c'était extrêmement rare les livres. On n'achetait pas comme aujourd'hui. Si quelqu'un s'achetait un jour un livre, c'était waouh, il s'est acheté un livre, il a pu s'acheter un livre, et où est-ce qu'il a trouvé, comment il a trouvé, et ensuite, et c'est le plus important, il le prêtait à tout le monde. Il écrivait son nom à l'intérieur, en général, il écrivait ça a été acheté avec l'argent du Maaser, et il le prêtait. Donc en fin de compte, quelque part, il a aussi été diffusé à Torah, puisqu'il a prêté à tout le monde. Aujourd'hui, c'est assez rare qu'on emprunte des livres. Maximum, ça peut exister, je dis pas. Ça peut exister, donc je dis interdisez pas. Et ça va rentrer dans le deuxième plan de tout ce qui est but du Maaser. On va donner des associations pour des malades. Ça, c'est aussi une mitzvah. Donc ça rentre dans le deuxième cadre. J'ai pas dit qu'on peut pas. Ça rentre dans tout ce qui est besoin de mitzvah, où effectivement ça peut être pourquoi pas. Il y a vraiment un Israélien qui achète la bague de sa mère avec le Maaser. Alors, on va faire, ça va dépendre. Est-ce qu'il pouvait l'acheter sans ça ou pas? S'il n'avait pas les moyens de l'acheter sans ça, quelque part ça fait partie de ses besoins. Donc il n'y a pas d'obligation de prélever le Maaser. Ah, c'est une partie de ses besoins. Il n'y a pas de souci. Alors s'il pouvait, malgré tout, il l'a fait. Alors je ne sais pas qu'elle n'est pas mariée, elle sera mariée, mais c'est pas très bien ce qu'elle a fait. Mais de façon générale, ça vaut toujours la peine, avant de prélever le Maaser, de dire Bli Neder. Avant de commencer la première fois, et là on s'évite toutes sortes de problèmes, toutes sortes de soucis, parce que si c'est Bli Neder, puisqu'à la base c'est que un minag, je le fais sans engagement, je le fais aussi bien que je peux et que je veux, et ne venez pas me réclamer après pourquoi, j'ai fait ce que je pouvais, ce que je voulais. Je vais reprendre l'exemple d'avant. J'ai une société. Il faut déduire tous les frais de la société. Location, les différents salaires, tous les paiements, toutes les charges. Et une fois que j'ai tout déduit, combien il me reste? Et c'est sûr, cette somme qui me reste, on me donne le Maaser. Une question intéressante. Est-ce qu'on peut acheter, il y a un kollel ou une yeshiva, peu importe, qui font une tombola. J'ai acheté un billet. Est-ce que je peux acheter le billet avec l'argent du Maaser? Oui, j'ai gagné le premier prix. Je donne le Maaser le premier prix ou c'est à moi? Un voyage en Israël aller-retour. À l'époque où il y avait les avions. Ah, je donne un billet. Mais à la base, j'ai pas payé avec mon argent. Je l'ai payé avec l'argent du Maaser. J'ai gagné un bijou. Peu importe. Je redonne au Maaser, en fait, j'ai pas gagné. Non, on le donne complètement. Techniquement, on a donné le Maaser, c'était tout. L'argent, c'était pour un tout là, en fait, c'était pas pour le billet. Donc c'est pas pour gagner. Peu importe, Au moment c'était où au on l'a passage, fait, par exemple. On a quand même donné le Maaser, au final. Non, donc à la base, j'ai donné le Maaser, j'ai eu le droit de faire ce que j'ai fait. Maintenant, j'ai gagné un bijou. À qui appartient ce bijou? À moi, au Maaser? Il faut que je le redonne, il faut que je donne sa valeur. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je pense qu'on peut le garder. Est-ce qu'on avait le droit déjà d'acheter ce billet le Maaser? C'était pour une institution de Torah, j'avais le droit. Donc en fait, il m'appartient maintenant moi. Je peux le garder. Ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? On va pas donner le billet alors qu'on a payé un billet. En fait, ça dépend de la cavana qu'on avait quand on a acheté le billet du voleur. Cet argent ne t'appartient pas, c'est l'argent du Maaser. Théoriquement, à la base, c'est censé te donner l'argent. Tu n'es pas censé jouer avec. Moi, quelque part, j'ai fait un jeu avec cet argent. Mais d'accord, donc ça dépend de la cavana. Peu importe cavana ou pas. Est-ce qu'on a donné pour l'association? C'est Est-ce qu'on a donné pour un gagner le jeu, mais c'est quand même Ah, non, attends, ça construit bien d'accord. Si c'est de l'argent du Maaser, théoriquement, je suis censé donner pour l'association. Et pas pour jouer avec. D'accord. Là-dessus, a priori, c'est la but du jeu. Et maintenant, j'ai gagné. On le prend pas. Ah, vous êtes gentil, vous. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont garder le premier prix. Ils vont le remettre. C'est vrai. Il y a certains qui disent comme vous. Hein. Il y a certains qui disent comme vous. Avant, il faut dire billet avant. Je dis bien d'herbe. Certains disent comme vous, mais nous, on va pas retenir cet avis.
On va retenir l'avis qui dit qu'il va falloir déverser à la tzedaka ou non, vous allez mieux faire, non. On va retenir l'avis qui dit la chose suivante. La somme de base avec laquelle j'avais joué, je la donne à la tzedaka. De telle façon, quelque part, j'ai racheté le truc. Mais c'est pas évident à 100%. Alors, soit mieux vaut pas jouer la tambola, soit mieux vaut pas jouer avec l'argent du maaser. Ah, si j'ai gagné, j'ai dit une maaser et c'est tout. Mais on a le tombola 24 jours. Oui. Est-ce qu'on peut dire, si je peux rénover, genre cet argent, c'était pour le faire? Quand vous l'avez déjà donné? On n'a pas gagné, ça peut être ça. A priori, non, ça on peut pas. Par contre, on peut faire autre chose. On peut donner le maaser en avance. Et je sais que je vais gagner le 15 du mois 6000 et on me demande aujourd'hui 600. Alors, je ne les ai pas aujourd'hui, mais je peux déjà penser, je donne maintenant ces 600 sur le compte des 6000 que je vais recevoir, de l'argent du maaser, de telle façon que lorsque je l'aurai par la suite, surtout si on a dit binaire au départ, ça on peut faire ce genre de petit business. Depuis que je suis petit, depuis 3 ans, chaque fois que je reçois une pièce, je la mets en banque, avec caisse d'épargne. Je reçois 0,0001%. Aujourd'hui, j'ai gagné presque 5 shekels. Mais peu importe, à chaque fois que je recevais de l'argent, j'ai mis à la caisse d'épargne. Et au bout d'un certain temps, on atteint des sommes assez sympathiques. Si vous laissez depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, vous n'avez jamais rien dépensé, il y a une belle petite somme. Donc on va pouvoir s'acheter une trottinette peut-être. Mais en tous les cas, il y a une somme, peu importe laquelle. Mais j'ai jamais donné le maaser. Est-ce que je veux le donner aujourd'hui? Effectivement, pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu besoin de la dépenser, donc je l'ai laissé dans mon compte en banque. Et un beau jour, je voulais la dépenser. Est-ce que je veux donner le maaser? A priori, oui. Encore une fois, ça dépend des moyens. Est-ce que je peux ou je peux pas? Si je ne suis pas en mesure d'assumer mes propres besoins, donc j'ai pas d'obligation de maaser, donc je n'aurai pas l'obligation de donner effectivement. Mais si je peux, c'est pas parce que je ne l'ai pas fait avant que je ne le ferai pas maintenant. Alors, si on met de l'argent en bourse, et je sais pas, l'action à par exemple, on n'a pas vraiment vendu nos actions, donc ça veut dire on n'a pas vraiment cet argent. Alors déjà, l'argent que vous avez investi en bourse à la base, Et non, c'était non. Ce que vous avez investi, les 10 vous avez mis au départ, c'était à vous. Donc vous avez prélevé le maaser sur ces 10. Donc déjà, le capital, il est garanti. Maintenant, le jour où vous allez vendre ces actions, combien vous allez gagner? Là-dessus, vous donnerez le maaser. Même. Et si vous perdez, ben rien, vous ne donnerez pas le maaser, vous avez perdu. Non, parce que quand vous avez dit que si on travaille sur un an et qu'on diminue, on enlèvera aussi les Mais tant que vous n'avez pas vendu l'action, même si c'est 10 ans après, non, si on vend, le jour où on vend, donc maintenant ça va repasser sur votre compte courant la plus-value. Donc cette plus-value-là, là-dessus, vous donnez le maaser. mais c'est un minus. C'est un peu de maaser. Le déduire le maaser qu'on avait donné quand on avait placé l'action. Alors si vous prenez ça comme un business et sur une certaine période de temps, alors sur cette période de temps, vous comptez ce que vous avez gagné et perdu, et sur l'excédent, vous donnerez le maaser. Si on reçoit un héritage, par exemple, d'une maison, est-ce qu'on doit déduire le maaser de la valeur immobilière? Bonne question. Est-ce que vous avez besoin de cette maison pour vivre? Ou c'est votre troisième maison? Pas le troisième, mais disons, j'habite déjà dans une maison, je suis locataire, mais je reçois une maison. C'est une grande discussion. Certains vont dire qu'il faut donner le maaser. Pour faciliter, on va retenir l'avis que lorsqu'on a reçu un bien et pas de l'argent, on ne donne pas le maaser. Même si c'est pas évident. Beaucoup vont dire, peu importe sous quelle forme tu as gagné. Tu as gagné, donne le maaser, mais là, on va retenir comme les avis, surtout parce que c'est un minag et autres, qu'on ne donnera pas le maaser dans ce cas de figure, sauf si on a reçu de l'argent. Il y a un héritage en argent. Encore une fois, c'est à partir du moment où on peut se le permettre. Donc c'est un compte en banque qui passe un moment. Si je peux me le permettre, ça serait bien de donner le maaser, mais pas sur un bien. Les cadeaux de mariage. On a reçu des chèques, et des chèques, et des chèques, et des chèques, mais par au prochain, ça arrive à une très belle somme. Est-ce qu'on donne le maaser? Alors si ça rembourse le mariage, donc il y a plein de cas de figure. Si ça rembourse le mariage, j'ai besoin de cet argent pour m'installer, pour commencer ma vie. C'est l'argent que j'ai pas. Je n'ai pas que je vais acheter avec ça des chips, des cacahuètes, je ne vais pas partir en mariage de noces. J'ai besoin de ça pour les 6 premiers mois de ma vie. Donc j'ai besoin de cet argent. C'est vraiment le seul, quand on n'avait pas besoin
Non, j'étais seul. J'étais seul, j'habitais chez ma maman. Et là maintenant ils m'ont dit au revoir, tu te débrouilles. Enfin, de façon générale, à chaque fois où quelqu'un va me donner de l'argent pour en faire quelque chose. Mon père me dit tiens, prends 100, va t'acheter une armoire. Je n'aurai pas le maaser. Donc quand je vais recevoir maintenant tous ces cadeaux de mariage, où je les ai besoin pour acheter des objets, alors si je suis milliardaire à part ça et je ne les ai pas besoin, effectivement c'est du plus, je donnerai le maaser. Mais si j'ai besoin pour le béaba, pour commencer ma vie, on donnera le maaser. De façon générale, ça c'est avec ça, on rejoint ce que l'on a commencé tout au départ, Aser Théaser. C'est une promesse de devenir riche. Ou du moins de ne pas manquer d'argent. On a souvent tendance à penser que parce que j'ai donné, donc il va me manquer. Non, t'inquiète pas. Ce que tu donnes, ça va te revenir. Yes. Par exemple, Bilal. C'est quoi? Par exemple, les donateurs de est-ce qu'ils donnent, c'est comme s'ils donnent au Maaser, ils donnent sur un projet comme ça? C'est par an? Ou est-ce qu'on peut par exemple donner au Maaser sur un projet par exemple? Pourquoi demain ils vont faire un appel de don? Mais sous quel motif? Pourquoi ils ont besoin d'argent? Pourquoi faire? Ils vont ramasser de l'argent bénévole, peu importe sous quelle forme. Ils vont faire un appel de don. Les gens vont donner de l'argent. Qu'est-ce que les gens ont en tête? Pourquoi ils donnent? Pourquoi ils vont plus donner à Bilev que pour construire un jardin en face? Est-ce qu'en fait, moi je pose la question juste si c'est possible de donner au Maaser dans un projet, par exemple, dans une institution. Justement, c'est pour ça que je demande, c'est quoi le projet, c'est quoi l'institution? Si vous ne voulez pas la différence entre ce projet et construire un jardin en face, C'est un alors non. projet qui va amener à la quoi. Ah ben voilà, on vous a donné la réponse alors que le jardin en face. C'est pour la mairie. Voilà, exactement. Donc les mairies, ils se débrouilleront avec leurs propres moyens. Mais moi, je ne suis pas intéressé forcément à aider les mairies de Jérusalem, même si en soi c'est très bien. Mais moi, mon but quelque part maintenant, c'est rapprocher de la Torah, donner un cadre aux jeunes filles ou développer l'Aliyah, quelque part un but positif, un but de mitzvah. Donc ça rend Du ce coup, qu'on dit. on peut donner au Maaser comme Très ça. bien, tout à fait. Donc on revient à ce qu'on disait avant, tout ce qui est besoin de mitzvah, on peut donner avec l'argent du maaser. Ah, ok. Quand j'ai un doute, je ne sais pas exactement combien j'ai gagné. Et des fois c'est compliqué à savoir, parce qu'entre les dépenses et ce que j'ai gagné, et les dépenses et tous les frais que j'ai eu, les frais, les faux frais, à part si je suis expert comptable, j'y arriverai pas. Alors sur quoi je donne le maaser? Si on a dit binaire au départ, sur le minimum de la somme sur laquelle je suis sûr que j'ai gagné. Donc je déduis tout ce que je pense, même dans le doute déduit. Les 10, c'est sûr que j'ai gagné les 10. Tu donnes un maaser sur les 10. Peut-être j'ai gagné 12, 13. Moi je suis désolé, mais j'ai pas développé une application pour mettre en paramètre tous les. Tu donnes sur le minimum, et avec ça, tu auras fait la mitzvah de maaser. Je reçois un cadeau. Je donne le maaser sur le cadeau. Je ne donne pas sur toi, c'est pas une soeur. Exactement. Comme on se dit avant, comme c'est un objet, donc tout va dépendre de votre situation. Mais si cette somme, quelque part, vous n'avez pas besoin pour vivre, mais elle est en plus de ce que vous avez jusqu'à présent, alors non. Et comment on peut vraiment savoir si on a besoin pour les étudiants, etc. C'est dépensé pour payer ton loyer ou pour aller au resto. Mais après, c'est complexe parce que c'est selon le budget qu'on a, qu'on s'en rend compte, etc. Effectivement, chacun a sa façon Non, mais de. on peut en avoir besoin, mais entre guillemets, ça va nous alléger d'un poids si on est dans le rush. Enfin, Ouais, c'est-à-dire si vous êtes dans. Vous posez la question est-ce que vous avez besoin ou pas, dans le doute, vous pouvez ne pas donner. Parce que vous avez vraiment peut-être que vous aurez besoin. Mais si vous savez que vous avez reçu maintenant 100 000 shekels, 100 000 shekels, je pense que c'est beaucoup, pour beaucoup d'entre nous. Donc, Oui, j'ai compris. Moi, je parlais d'une petite somme, 50 €. 50. Même un pauvre, la tzedaka n'a pas le maaser. La tzedaka, oui. C'est une petite somme qui n'a rien à voir avec ce qu'il gagne. Mais le maaser, non. Parce que lui, c'est le premier bénéficiaire de son propre maaser. Pourquoi va donner ça à un autre pauvre si lui-même c'est le pauvre? Il peut en chercher d'autres et. Bon. Vous savez, il n'y a plus de maaser, non. La tzedaka, oui, pas le maaser. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un à Jérusalem, quand on lui donne
de suite. Ils viennent dès les 10, ils disent non. C'est trop long, moi ça m'a choqué, mais en fait. Donc ce qu'on retient, ça c'est important, que même s'il y a plusieurs avis sur l'obligation du maaser, c'est un minag. Effectivement, c'est un minag qui est très répandu, qui est très connu, mais c'est un minag qui est important, qui peut très facilement devenir une mitzvah minatora, qui peut devenir un neder, mais c'est un minag. Donc si on dit au départ neder, on évitera beaucoup de problèmes par la suite avec ce maaser. On a vu plus ou moins les cas de figure, qu'est-ce qu'on peut donner avec le maaser, qu'est-ce qu'on ne peut pas donner avec l'argent du maaser. Et payer un mariage, on peut que l'argent du maaser. Non, parce qu'on a passé d'autres choses. Déjà, il y a le minimum et le maximum, entre guillemets. Se marier, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Mais attention, il n'y a personne qui a dit de vous marier au mitzvah. Non, c'est sûr que. Mais des fois, il y a des campagnes pour les jeunes mariés, par exemple. Pour le minimum. Pour le minimum, effectivement, ça on peut dire parce qu'en fait. Exactement. Si c'est pour le minimum, ça oui. Mais si c'est le maaser pour. Si c'est pour payer le 572e invité, ça effectivement c'est plus compliqué. Donc ça va dépendre de qu'est-ce que vous voulez en faire avec le maaser. Mais effectivement, il y a ce qu'on appelle Arnasat Kala, c'est ce qui permet à une jeune fille de se marier pour le minimum pour se marier. C'est une mitzvah comme les autres, c'est même plus qu'une plus grande mitzvah que les autres. Donc clairement, on peut donner avec cela l'argent du maaser. Encore une fois, c'est toujours compliqué à définir c'est quoi le minimum. Dans l'Ichot Tzedaka, il y a une affaire intéressante. Quelqu'un qui était riche, qui avait l'habitude d'avoir toujours, alors on parle d'un cheval, aujourd'hui il avait toujours une voiture. Et aujourd'hui il est pauvre, il n'a plus les moyens. On a le devoir de lui donner une voiture. Alors que le pauvre qui n'a jamais eu de voiture n'a pas de devoir. C'est un peu l'inverse de la logique. Mais d'un autre côté, la définition de Tzedaka, c'est donner à un pauvre ce dont il a besoin. Et le besoin est très compliqué à définir. Chacun en fonction de ce dont il était habitué, il a différents besoins. Celui qui tous les jours il mangeait au restaurant, si maintenant il est privé, il n'y va pas, ça va lui manquer énormément. Celui qui allait une fois tous les 36 du mois, il ne va pas, ça ne va pas déranger. Donc le besoin est extrêmement difficile à définir de façon générale. Ça dépend au cas par cas. Chacun en fonction de ses habitudes, il aura ses besoins. Alors, bien évidemment qu'il va y avoir des lois de priorité dans la tzedaka. Parce que ceux qui vont gérer l'argent de la tzedaka, ils ont le choix entre acheter une voiture à un riche et nourrir un pauvre, on nourrit le pauvre avant. On parle d'un cas de figure où il y a de l'argent dans la tzedaka pour les deux. Si on peut subvenir aux besoins de tout le monde, plus la voiture pour le riche, ben, le responsable de tzedaka ne pourra pas dire désolé, t'es qu'à marcher à pied. Non, nous devons le faire. En général, c'est assez rare qu'il y ait assez de moyens pour tout le monde. Mais dans la théorie, c'est Dei Marsoro Shayach Sarlo, comme dit la Torah, c'est remplir un manque. Et le manque dépend toujours de la personne, en fonction de ce qu'elle a ou ce qu'elle n'a pas.